Il est maintenant temps de plonger un peu plus et de découvrir le fonctionnement de tout ça. Nous nous concentrons principalement sur Tor dans la suite de cet épisode où nous allons découvrir comment fonctionne ce Darknet. Si vous n'aimez pas trop la technique, je vous conseille d'avancer un peu cette vidéo. Dans une connexion classique, votre ordinateur se connecte directement au serveur via le réseau Internet en passant par le FAI, votre fournisseur d'accès Internet. En passant par Tor, votre ordinateur va aussi se connecter à votre FAI, mais va ensuite rebondir sur plusieurs ordinateurs avant d'arriver sur le serveur à l'autre bout du tuyau. C'est en quelque sorte un ensemble d'intermédiaires qui cachent l'origine et la destination du message. Au lieu d'une connexion directe entre un ordinateur et le serveur, Tor utilise un ensemble d'ordinateurs relais, chacun ne connaissant que son prédécesseur et son successeur direct. Au début de la connexion, votre ordinateur va récupérer une liste d'ordinateurs et donc lui proposer aléatoirement un chemin pour traverser le réseau Tor. Les clients Tor changent souvent de chemin, environ une fois toutes les 10 minutes, pour mieux brouiller les pistes. Techniquement, on parle d'un tunnel de circulation virtuelle via une infrastructure de réseau randomisée. Chaque intermédiaire participant au réseau virtuel s'appelle un relais ou un nœud. Tor n'est donc pas vraiment pair à pair, puisqu'il utilise un ensemble spécifique de relais pour établir la connexion. Bien que les relais soient une partie intégrante de l'anonymat de Tor, ils peuvent également entraîner des connexions lentes. En effet, au lieu de vous connecter directement au serveur du site web auquel vous voulez accéder, vous devez d'abord passer par des relais, qui sont souvent délibérément dispersés dans le monde entier. En outre, puisque le système est décentralisé, tous les relais n'ont pas la même puissance de calcul ni la même bande passante, ce qui signifie que certains sont plus rapides que d'autres. Pourquoi n'utilise-t-on pas toujours Tor ? C'est parce qu'il allonge grandement la durée de connexion. Déjà, votre flux doit faire des détours par des serveurs relais, mais en plus, ces serveurs sont parfois gérés par des bénévoles et n'ont pas forcément les moyens d'assurer une qualité de service irréprochable, comme on pourrait l'attendre d'un service payant d'une société privée, comme par exemple d'un VPN. Alors non, Tor n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour fournir des expériences audio-vidéo de streaming fluide. Ensuite, certains sites web bloquent tout simplement le flux qui provient du réseau Tor. Et pour finir, le dernier serveur de la chaîne Tor, dit de sortie, qui va se connecter au site de destination, peut être analysé et corrompu. Des acteurs malveillants, mais aussi des forces de l'ordre, en installent pour surveiller le trafic sortant. Si vous voulez voir un peu concrètement ce que ça donne pour de vrai, consultez Torflow, un service en ligne qui permettait de visualiser les nœuds et le trafic sur Tor de 2007 à 2016. Alors, qui sont ces intermédiaires ? Il existe 3 types de relais, chacun d'entre eux assurant des missions distinctes et ayant des modes de fonctionnement différents. Le premier est le nœud d'entrée. Ce sont soit des nœuds gardiens, connus de tous, ou des bridges, qui eux sont tenus secrets par le Tor Project. Un avantage pour certains puisqu'il masque le fait que vous utilisiez Tor auprès de votre FAI. L'utilisation de bridge est intéressante dans les pays où Tor est bloqué ou illégal. Par contre, pour utiliser un bridge, il faut faire une demande au Tor Project. Si un serveur veut acquérir le statut de gardien, il doit remplir certaines conditions, notamment de bande passante, de stabilité et surtout d'ancienneté. De plus, une fois que le serveur a acquis le statut de gardien, il faudra encore du temps pour que les clients Tor le choisissent. Le nœud intermédiaire, rien de plus à ajouter, on imagine bien sa fonction. Et pour finir, le nœud de sortie, où à partir de là, le concept de chiffrement est interrompu. Ils sont généralement gérés par des structures associatives, comme en France avec no-onions.net, et considérés comme de simples transporteurs au sens de l'article 12 de la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000. En effet, ils ne sont pas à l'origine des transmissions, ne sélectionnent pas les destinataires des transmissions, ne sélectionnent pas et ne modifient pas les informations, ils ne sont donc pas responsables des informations qu'ils relayent. Aujourd'hui, des milliers de volontaires du monde entier connectent leurs ordinateurs à Internet pour participer au réseau Tor, en devenant des nœuds. En 2017, le réseau Tor comportait plus de 7000 nœuds, dont 2439 nœuds gardiens, 814 nœuds de sortie, ainsi que 3541 bridges. Les relais sont identifiés dans un annuaire public, c'est d'ailleurs pour cette raison que votre fournisseur d'accès est informé du fait que vous utilisez ce réseau. C'est aussi grâce à ces annuaires que les régimes autoritaires peuvent bloquer le trafic. Un service à l'intérieur du réseau est un service caché. Pour le service web, on parlera de dark web ou de web caché, avec des sites ayant des extensions particulières en .oignon.
pour ce qui est de Tor. On rentre dans le réseau Tor et on y reste, c'est-à-dire que les services, les pages web par exemple, sont hébergés dans les serveurs à l'intérieur du réseau. Donc tous les ordinateurs participant au réseau Tor sont interconnectés entre eux en pair à pair, et tout ça via des opérateurs de services réseau, comme par exemple en France, Orange, SFR et bien d'autres. Pour fonctionner, Tor chiffre 3 fois les paquets. Bah oui, les communications qui passent par Internet sont découpées en petits morceaux, on parle de paquets. Tor sélectionne une route à l'aide d'un garde, d'un relais et d'une sortie, et randomise les chemins pour mélanger le trafic réseau. Le premier saut est le nœud de garde ou de pont. Vous ne savez pas à qui il appartient, mais il peut vous surveiller. Ce nœud de garde connaît votre adresse réseau directe et peut voir le volume de trafic. Mais en raison du chiffrement appliqué, il ne peut pas déchiffrer directement les paquets. Un garde ne peut voir que le volume du trafic qui le traverse. Même si le gardien sait que vous exécutez un service caché, il ne sait pas quel service caché vous exécutez. Le deuxième saut est un nœud intermédiaire. Il voit le trafic entrant provenant d'un nœud Tor et le trafic sortant allant vers le nœud suivant. Le dernier saut est le nœud de sortie. Il peut voir tout votre trafic réseau en clair, sauf si vous connectez sur un site utilisant le protocole sécurisé HTTPS. Ils ne savent pas où vous êtes, mais ils savent où vous allez. Alors, quel contenu et quels sont les usages du Darknet ? La moitié du contenu que l'on trouve sur le Dark Web est complètement légal. L'autre moitié ne l'est donc pas. Environ 90% des connexions via Tor se font vers le web ouvert, c'est-à-dire un service qui n'est pas caché dans les ordinateurs du Darknet, mais qui est disponible pour tous, en fait les sites sur lesquels vous naviguez tous les jours. À la différence près que votre navigation, qui est d'habitude identifiable et traçable par les autorités et certaines grandes entreprises privées, est cette fois rendue anonyme et privée via l'utilisation du réseau Tor. L'objectif est donc de préserver la confidentialité de ses usages et le respect de sa vie privée pendant toute la durée de sa connexion à l'Internet, même si c'est juste pour surfer sur des sites préférés. Un autre usage du réseau Tor concerne les services cachés, ou points de rendez-vous. Pour le service web, on parle de web caché. Il existe environ 50 000 adresses de sites web cachés. Cela représente 4% du trafic qui passe par Tor. Vous pouvez par exemple utiliser un moteur de recherche respectueux de votre vie privée comme DuckDuckGo en vous y connectant par le Darknet. Même Facebook y est maintenant présent afin d'être accessible dans les pays où il est censuré par le gouvernement. Vous pouvez aussi y trouver The Intercept, un magazine en ligne d'investigation lancé en 2014 qui permet par exemple à des lanceurs d'alerte de déposer des documents en passant par le réseau Tor. Mais aussi The New York Times, qui a lancé en 2017 une version expérimentale uniquement accessible via Tor. Quant à Aphex Twin, DJ mondialement connu, il a annoncé son nouvel album via le Dark Web. Le 16 août 2014, après 7 ans d'absence, il refait surface et marque le coup en faisant le buzz. Un dirigeable vert portant le logo de l'artiste est repéré flottant au-dessus de Londres. Des pochoirs sont aussi photographiés sur les murs de New York. Le DJ rompt le silence quelques jours plus tard en postant un lien sur son compte Twitter, renvoyant vers une page sur le Dark Web accessible depuis le navigateur Tor. Au bout de ce jeu de pistes, les fans ont pu découvrir les visuels et une tracklist annonçant la sortie de son prochain album, Siro. Le lien menait vers un site consistant en une liste austère et intrigante, contenant des informations basiques sur les chansons à venir, comme le nombre de battements par minute, le tempo ou les BPM pour les spécialistes, ainsi que des informations sur l'ordinateur de la personne venue consulter la page. Il n'existe pas de répertoire exhaustif des services cachés, mais uniquement un portail, The Hidden Wiki. C'est en quelque sorte un annuaire collaboratif du Dark Web. Alors forcément, dans un espace comme celui-là, on y trouve aussi des contenus illicites, comme des faux papiers, des images pédopornographiques, des médicaments, des numéros de carte bancaire et des services de piratage en mode SaaS, c'est-à-dire en tant que service en ligne sur abonnement, permettant de lancer une attaque discrètement sans aucune compétence particulière. C'est sûrement pour cette raison que Jacques Ségala parle de la pire saloperie qu'aient jamais inventé les hommes. Fin de citation. Parmi les services cachés, on va pas se mentir, la vente de drogue est en tête, frôlant les 15% sur l'ensemble du web caché. Cela représente 40% de l'ensemble des contenus illégaux. Suivant la législation en vigueur dans certains endroits du globe, et même si je n'encourage bien sûr pas ces pratiques, il n'est pas nécessaire d'aller sur le dark web pour acheter des stupéfiants. Certaines boutiques en ligne, ou pas, sont légales et accessibles depuis un simple navigateur Internet.
Au Royaume-Uni, le trafic de drogue a bénéficié d'un coup de pouce involontaire de la part du groupe Royal Mail. Recrutant massivement pour faire face au manque de personnel durant la crise sanitaire, l'opérateur postal a permis aux livraisons d'être acheminées sans trop d'encombre. On y trouve des marques mondialement connues, ou plutôt leurs contrefaçons, un type Dark, ou des marques plus locales pour trouver la bonne affaire. Des annuaires et forums de cybercriminels permettant de recruter des pirates, genre un peu le LinkedIn du milieu interlope. Un peu comme des freelances, certains sites proposent la mise à disposition de cybermercenaires plus ou moins compétents. En cherchant un peu, on peut trouver aussi du commerce de comptes et de profils, mais également de données personnelles, comme ici avec les 68 millions de comptes Dropbox vendus seulement $19. Pour terminer avec les usages, certains vont l'utiliser vraiment en peer-to-peer pour discuter ou s'échanger des fichiers directement de machine à machine en passant par le Darknet. Ils vont brouiller les pistes et rendre leur communication confidentielle, un peu comme